Première question pour vous, Christian Combon, puisque on a vu ce matin ces échanges très nourris justement avec vos homologues à travers l'Europe, mais aussi en Afrique. Quels sont les enseignements qu'avez-vous retenus? Déjà, ce qui me semble important, c'est que pour la première fois, on a pu rassembler, grâce au président Larcher, et je pense que c'est une bonne initiative, Sénat d'Europe et Sénat d'Afrique. Ça ne s'était jamais fait. Et le premier enseignement que l'on tire, c'est qu'en fait, on a beaucoup à se parler. Beaucoup à se parler entre une Europe et une Afrique qui, à la fois, connaissent des difficultés particulières à chaque cas, mais ont envie aussi de coopérer ensemble. Moi, j'ai dit dans mon intervention ce matin, l'Afrique est notre avenir. L'Afrique est notre avenir parce que c'est un continent qui est à 14 kilomètres de l'Europe, à Gibraltar, et que c'est un continent en plein développement. On a souvent tendance à le caricaturer en voyant l'Afrique d'il y a longtemps. Or, c'est une Afrique connectée, c'est une Afrique où se développent les start-up, où le téléphone portable a sauté le passage au filaire, là où les nouvelles énergies, notamment le solaire, est en train de faire une éruption très importante. Et donc, l'Europe aurait bien tort de ne pas se préoccuper de ce qui est en train de se passer sur ce continent. Et à cette question fondamentale aujourd'hui, l'Afrique est-elle notre avenir? Quand je me la pose, je réalise la violence inouïe du monde tel qu'il a été forgé ces dernières décennies, où nous sommes sollicités, invités à entrer dans le jeu mondial et en même temps être l'objet de rejet, d'humiliation et de traitement qui vous rappellent constamment l'ordre. Si nous avons un avenir commun, c'est certainement pas celui de l'Afrique sans les Africains. Et la réponse à cette question, donc, il suffit vraiment de jeter un coup d'œil du côté de la Méditerranée, le Sahara, la Libye, et surtout l'évolution interne du champ politique ici. Le séisme politique en cours ici en dit long sur la représentation, qu'est-ce que l'Afrique représente dans l'imaginaire politique et l'imaginaire populaire. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Et en quoi notre existence et notre présence ici nuit à la prospérité, la sécurité et l'identité qui sont les vôtres? C'est ça la grande question aujourd'hui. Cette question de protéger les frontières de l'Europe, pour moi, c'est tellement surréaliste. Quand vous forcez celles des autres, parce que ce qu'on a exigé de nous ces dernières décennies, c'est ouvrir vos frontières, Organisation mondiale du commerce, libéralisez-vous, toute résistance fait rétrograde. Soyez du monde, soyez dans le monde, consommons ensemble le banquet. Et on s'étonne que tous nos mômes qui n'ont pas eu droit à une éducation qui leur permet justement de se sentir bien dans leur corps, dans leur peau, dans leur tête, dans leur pays, que tous ces jeunes rêvent d'avenir et que cet avenir, pendant que vous dites que l'avenir c'est chez nous, eux ils disent non, c'est chez vous. C'est chez vous pour avoir pris tout ce qui aurait pu nous permettre de vivre dignement ici. Donc, on est devant cette situation où l'énoncé vient d'ici, les solutions viennent d'ici, les ressources, les financements viennent d'ici, parce que 70%, même l'Union africaine, l'essentiel des ressources viennent d'ici. Ça se décide ici. Dans quoi on investit? Moi, je mène des petites activités de transformation de mon quartier, de pavage, je fais des tas de choses. Mais ce n'est pas ça qui intéresse l'Europe. J'ai été la première, Isabelle est là, à accueillir les premiers migrants dits clandestins et qui sont tombés par balles, des balles payées par l'Europe. C'était à Ceuta et Melilla en 2005. Quand j'ai vu les images,
avec d'autres amis, on s'est levé, on a été les accueillir. Ma maison était devenue, ils étaient là, ils serraient les uns contre les autres. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous asseyez comme ça? Ils disent, non, parce que là-bas, c'est comme ça, on était obligés de se tenir comme ça. On les a écoutés un à un. Après, j'ai compris jusqu'à quel point partir était une nécessité. Ce n'est pas parce qu'ils ont envie de partir, parce que tu n'as même pas de statut quand tu n'es pas migrant ou quand tu n'as pas de projet migratoire. À Djidjeni, tu ne peux même pas avoir une fiancée si tu n'as pas l'intention de partir. Il en est ainsi parce que l'agriculture ne nourrit plus son homme. Parce que ce que nous produisons, quand le riz produit localement revient plus cher que le riz importé, et nos marchés sont inondés. Moi, je suis une fana, je me suis battue. Le coton, c'est mon dada. Et l'histoire du coton suffit à elle seule à rendre compte de la misère des Noirs sur terre, de la traite négrière à ce jour. La manière dont on nous a fait produire le coton pour jeter les bases du système capitaliste. Et vers quoi on veut aller quand on dit l'Afrique est notre avenir? Pour aller reproduire là-bas la surchauffe du climat, c'est-à-dire les mêmes systèmes, les mêmes grandes entreprises qui ont créé la question des gaz à effet de serre, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait pour détruire ailleurs, c'est ça qu'on va aller reproduire en Afrique, aux grandes dames des Africains. On n'a rien à dire. Et pour revenir, bien sûr, bonjour la guerre. Parce que personne ne me fera croire qu'on est venu chasser les terroristes au Mali. Sinon, ça se saurait. Sinon, ça se verrait. Sinon, ils ne seraient plus là. Ils n'étaient pas si nombreux. En 2012, 2013, quand on nous a dit, d'ailleurs ça passe par mon histoire avec la bouche, puisque je suis avec des hommes de gauche, qui doivent se poser les bonnes questions. Vos élections m'intéressent plus que mes propres élections, parce que mon avenir se joue ici. Ce qui se passe comme élection dans mon pays, on n'a pas le droit, il n'y a pas ce genre de débat, on ne va pas. Je disais quand au déjeuner, ce n'est pas la transparence des enjeux mondiaux. On n'apprend pas aux Africains à réfléchir aux causes de leur départ, ni aux causes du terrorisme. On leur demande seulement de remplacer un homme à un poste. Parce que le système a besoin en un temps T du personnel politique. Nous légitimons, n'est-ce pas, les dirigeants à qui Bruxelles va dicter les politiques qu'il doit mettre en œuvre s'il veut survivre politiquement. Et quand on finance, quand le développement, entre guillemets, est financé sur cette base-là, que les gens sont obligés de se soumettre pour avoir, et que les conditionnalités du financement sont telles que la corruption est inévitable. Parce que le nœud de la corruption, c'est là. Nous vous donnons de l'argent pour faire telle chose, même si ça ne va pas dans le sens des intérêts de vos peuples. Mais le moment venu, on va demander à ces mêmes peuples d'aller voter. Et sans comprendre pourquoi ils votent. Et surtout, ne pas poser les questions qui fâchent les bailleurs de fonds. Donc, d'un côté, vous avez des peuples qui n'en peuvent plus de la pauvreté, du chômage, de la dégradation de l'environnement. Tout coûte cher. Et tout est faux. Tout est avarié. Tout ça, c'est des restes. L'artisanat, que j'étais ministre de la Culture et de l'Artisanat, on a des produits magnifiques, écolos. Mais vous ne les trouvez plus. Parce que nos marchés sont inondés, soit des produits chinois de bas de gamme, soit les restes des rideaux, des soutiens-gorge, des sacs, tout. On trouve tout. Mais tout est reste. Et alors, on trouve surtout les déchets électroniques. Les gosses sont en train de les démonter, de crever, sans savoir pourquoi, de chercher des trucs pour avoir 2 sous. C'est ça le développement qu'on nous a servi. C'est ce modèle qui pose problème. À la fois ce modèle économique et le système politique qui va avec. Le système politique qui va avec, quand vous parlez de démocratie et à basse intensité, la basse intensité, ça dit que c'est démocratie au rabais. Ne débattez pas, ne vous posez pas les questions politiques et économiques, nous les traitons pour vous. Mais faites de telle sorte que les élections soient transparentes, qu'elles aient lieu à telle date, et qu'il n'y ait pas de bourrage d'urne. Mon pays est au bord de l'implosion à cause d'une histoire de bourrage d'urne.
J'ai passé mon temps à leur demander, je dis, mais qu'est-ce que cela peut vous faire quand l'essentiel du pouvoir échappe à l'élu? Qu'est-ce que ça peut vous faire qui est transparence ou pas? Est-ce qu'on va le Mali agressé, occupé, humilié, va s'infliger une guerre au nom de la transparence des urnes? J'ai passé 3 mois, mais on ne m'a pas entendu. Parce que les gens se disent, ce que tu dis c'est bien, mais c'est trop loin. On n'a pas le choix. Les bailleurs de fonds attendent un président. Donc voilà, ça va être comme ça. C'est tendu au Mali. Ça va être comme ça au Congo. Dans chacun de nos pays, vous n'avez jamais moins de 20 candidats à l'élection présidentielle. Mais tout cela, on se donne un spectacle nous-mêmes. Et ceux qui regardent de loin savent très bien que ce n'est pas une démocratie. Mais il semble que c'est cela qui nous sied. C'est ça qui est bien pour nous. Alors, puisque la démocratie, il en est ainsi de la démocratie chez nous, moi je me dis, ça tombe bien, comme l'Europe va échanger de bons procédés, elle nous envoie des observateurs. Il n'est pas question que nous, on vienne observer quoi que ce soit en Europe, mais on s'invite dans le débat européen. On s'invite dans le débat européen parce qu'il sera question de l'Afrique. Il sera question de nous. Parce que quand on dit on ne veut pas dénigrer, non, ce n'est pas tous les émigrés. Islamophobie et négrophobie sont là. Et malheureusement, entre arabes et noirs aussi, on s'entre-déchire. Quand on dit repartez, ceux qui s'arrêtent au Maghreb, c'est-à-dire le peu d'équilibre qu'on était parvenu à réaliser entre pays, mais au niveau sous-régional, tout cela est remis en question aujourd'hui par ce système néolibéral qui est une véritable machine à broyer. Parce que je vous assure que pour battre l'extrême droite, il ne faut pas chercher midi à 14h. Cessez de leur faire peur en disant on a été les aider. Et comme ils ne sont pas aidables, ils viennent nous déranger. Mais c'est le mensonge autour de l'aide au développement qui a créé, qui a enfanté les peurs et la haine des autres. Mais si j'étais français et que je suis dans des difficultés extrêmes, on me dit qu'on va aider les étrangers qu'on a aidés là-bas. Mais qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Il faut faire savoir aux Français et aux Européens qu'est-ce qu'on a fait exactement au Sud pour que tant de personnes qui n'ont pas envie de partir tournent le dos à leur terre, à leur histoire et à tous ceux qui leur sont chers. Je vous remercie. C'est douloureux pour moi de cette gauche qui a peur des migrants, cette gauche anti-migration. Dans ma résistance à la guerre, l'un des partis de gauche qui m'a invité, c'était Die Linke. C'est sur l'invitation de Die Linke, parce que l'Allemagne n'était pas encore entrée dans cette guerre, la France voulait le maximum d'alliés. Donc, je n'ai pas compris à l'époque, jusqu'à ce que, quand Jean-Marc Ayrault et le ministre, quand je les ai vus venir ensemble, main dans la main, la France et l'Allemagne au nord de l'Afrique et du Mali, et j'ai compris que ce n'était plus une histoire de migrants. Et ensuite, les deux femmes ministres des armées encore sont là. Et la même France, la même Allemagne sont allés voir le Premier ministre espagnol après, lorsqu'il a reçu la Caroline. Alors, c'est fou. Donc, il faut un tour donc, à Madrid pour dire c'est la porte de l'Afrique, ne les laissez pas entrer, vous nous créez des problèmes. Mais en même temps, ils sont en Afrique pour aller piller, n'est-ce pas? Et comme je dis ça aussi parce que je suis en train de réfléchir sur la question des femmes et la participation politique des femmes. En quoi les femmes sont différentes des hommes dans ce système cynique? Quand Theresa May et Merkel les chassés-croisés en Afrique, quand vous regardez tout ça, c'est surréaliste. Alors, et Merkel, en difficulté, qui passe chez le Premier ministre espagnol pour dire ne la laissez pas passer. Merkel, pour sortir de sa difficulté, entreprend une tournée en Afrique pour les entreprises allemandes. Et rencontre chemin faisant Theresa May pour résoudre les problèmes du Brexit en Afrique. Tous
cap sur l'Afrique, mais attention, restez chez vous, ne venez pas. Alors quand la question du travail se pose, et que des hommes de gauche nous disent, on n'est pas d'accord, ils ne sont pas tous pauvres, ce sont les passeurs. Attends, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de passeurs. Il faut qu'on arrête. C'est-à-dire quand on ne veut pas aller au fond des problèmes, il y a deux choses qui reviennent tout le temps. Et moi qui m'énerve, c'est les noms. Il n'y a pas de dictateurs blancs. Tous les dictateurs, tous ceux qui sont au sud, tous nos dirigeants sont des dictateurs. Il faut arrêter de dire que ce sont les dictateurs. Mais quand vous n'êtes pas dictateur, vous le devenez. Vous le devenez parce que quand le couteau sous la gorge, on vous dit c'est à prendre ou à laisser, mettez tel projet en œuvre, ainsi de suite. Le durcissement des lois ici, et en ce moment, le virilisme qu'on veut entre Trump, tous ils sont tous là, soyons forts, frappons fort, allons contre ces gens-là. Tout cela aura des répercussions sur les politiques chez nous. Parce qu'il n'y a pas d'argent ailleurs, parce que les matières premières ne sont pas vendues, parce que la confiscation des richesses de la planète, la concentration des richesses de la planète à certains pôles, fait que ce sont les mêmes qui décident de tout, de la paix, de la guerre, du développement, des droits de l'homme. Alors quand à la base, tous les travailleurs sont laminés, quand nous souffrons tous du même système, qu'entre travailleurs maintenant, on commence à dire, vous ne venez pas chez nous parce qu'on vous a développé, parce que vous êtes en train de passer. Moi, je m'excuse, hein, Stéphane, comment elle s'appelle? Non, Smith. Ah, Stéphane Smith. Il a écrit un livre d'abord qui était Névrologie. Pour nous, c'est le théoricien de la scène. Nous, la névrophobie est en partie de son livre. Donc, je n'ai pas confiance en son analyse du tout. Parce que cette histoire de passeurs, les passeurs, c'est une question d'offre et de demande. Il n'y a pas de demande de passage quand il n'y a pas de misère qui pousse les gens à partir. J'ai travaillé sur cette question dans les villages. Ce ne sont pas des jeunes riches ou qui ont de l'argent ou qui ont les moyens de rester qui vont que les passeurs. Les passeurs ne vont pas les chercher systématiquement chez eux. Mais il y a une demande. On les sollicite parfois, mais parfois il y a des gens qui s'érigent en passeurs. Et il y a même des migrants dont le projet migratoire n'a pas abouti qui sont devenus des passeurs. Alors on est en train, pour ne pas toucher à la question fondamentale qui est celle du modèle économique de développement, celle du néolibéralisme, on trouve toujours des responsables et ces responsables sont majoritairement africains. Si ce n'est pas nos dictateurs, ce sont nos passeurs, ce sont nos militaires. Moi je suis fatigué de tout. Les passeurs, ils sont passeurs parce qu'il y a l'offre. Si le système capitaliste nous avait permis d'avoir notre droit à une industrialisation, et elle a fait la genèse de la désindustrialisation de l'Afrique, si nous avions un minimum d'industrie, je vous assure qu'il y a suffisamment de place, de ressources et de richesses en Afrique pour que les gens ne partent pas. C'est ça le fin fond du débat. Les passeurs sont les seconds couteaux, c'est les passeurs. On ne peut pas concentrer toute la réflexion sur les passeurs. Alors je dis, la démocratie, c'est pareil. Pourquoi quand Bush, sur la base d'un mensonge, va tuer 500 000 personnes en Irak, on détruit l'Irak, Sarkozy et comment dirais-je, Cameroun vont détruire la Libye avec toutes les conséquences qu'on sait, mais poser des questions d'abord au niveau de ces deux-là qui ne passeront jamais devant la Cour pénale internationale. Mais c'est eux qui ont détruit la Libye. C'est à cause de cela que nous vivons aujourd'hui. Avant la destruction de la Libye, moi j'ai des milliers de Maliens qui travaillent en Libye. Bon an, mal an. Même si c'était un dictateur, il y a ces gens qui étaient en Libye ne passaient pas, n'étaient même pas tentés par le passage. Alors, la destruction de la Libye, le Parlement britannique au moins a eu le mérite de poser la question. Le Parlement britannique, il y a le rapport Chilcot qui a épinglé Cameroun en disant « Vous êtes allés là-bas, c'est vous qui avez créé ces problèmes-là ». Alors, ce n'est pas une histoire de passeur, c'est une question de rapport de force. Le Nord veut tout et le Sud peut crever. Alors, si vous parlez de droits de l'homme, on ne peut parler de droits de l'homme que lorsque l'autre est un homme. Si vous avez le sentiment qu'en face d'eux, les non-blancs n'ont pas d'âme, donc on peut vivre de n'importe quoi et qu'on peut mourir, et en nous contentant des restes, c'est un problème. La gauche, la question de la gauche, il faut qu'on la pose. Cette diabolisation, cette criminalisation des migrants, et je vous dis, je suis au cœur de cette problématique parce que s'il y a un pays
qui pose problème depuis les charters, le premier charter, les 101 Maliens émigrés. La question migratoire, c'est nous. Le fin fond du débat, c'est nous. Et le Mali est bien placé aujourd'hui pour dire ce qu'il en est. Alors moi, les interprétations qu'on vous donne, c'est faux. Ce ne sont pas des riches qui partent, des paysans aussi partent. Aujourd'hui, il n'y a pas de touristes au nord du Mali. Les artisans partent, les pêcheurs partent. Qui vous a dit que ceux qui partent ont de l'argent, peuvent payer? C'est faux. C'est pas vrai. Alors, je réponds à la question. Celui qui dit que le djihadisme, en fait, il y a De Villepin l'a dit avant tout le monde, en disant qu'il faut que l'Europe et les États-Unis se posent des questions. Il n'y avait qu'un foyer de terrorisme au départ. La multiplication de ces foyers de terrorisme-là, il faut poser la question à l'Europe et aux États-Unis. Quand c'est l'Europe qui envahit, quand c'est l'Europe qui a détruit la Libye, quand c'est l'Europe qui s'est invitée au Mali, personne ne lui a demandé de venir au Mali, je vous le garantis. On continue, on vous laisse entendre que Serval, c'était à la demande du président malien. Je vous dis non. Il y a un excellent documentaire. C'est David Poujada qui l'anime, où on voit comment est la décision. La France est au Conseil de sécurité quand même. La décision d'intervenir au Mali, en fait, était prise depuis 2010. Il fallait, face aux BRICS, la Chine, la Russie, il fallait absolument reprendre pied dans le précaré français. Et le Mali a servi de tremplin pour cette phase de la militarisation de la mondialisation. Parce qu'on est entré dans la phase de la militarisation de la mondialisation. Parce qu'ici, on vous trompe en disant on les aide. Bon, si vos impôts servent à nous aider et que malgré tout, on est si nombreux dans les bateaux, c'est qu'il y a un problème avec nous. Mais moi, je veux que vous sachiez qu'il y a surtout un problème avec l'aide. Un problème avec le modèle économique dominant. Le capitalisme, depuis sa naissance, a eu besoin de l'Afrique. De la traite négrière à ce jour, ce système a eu besoin de l'Afrique. Ce système ne peut pas se passer de l'Afrique. La France, ce que la France veut aujourd'hui gagner en termes de croissance et d'emploi, se gagne malheureusement dans le cadre de cette guerre économique. Donc, les gens de la droite conventionnelle le savent, les conservateurs le savent. Ils savent très bien que ce continent immense de 30 millions de kilomètres carrés, avec toutes les ressources naturelles stratégiques dont ils ont besoin, c'est là-bas qu'ils peuvent aller chercher et la compétitivité va se gagner là-bas. Mais à condition que nous, on prépare le terrain. Si nous ne faisons pas les mêmes réformes structurelles que vous, ils ne peuvent pas entrer chez nous. Donc il faut que les politiques d'ajustement structurel, que nos dirigeants mettent bien dans leur tête que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de réformer. Et les mêmes réformes qu'on vous inflige aujourd'hui, dont vous ne voulez pas, on va nous les infliger à nous, mais tout passe comme une lettre à la poste, parce que personne ne comprend. Il n'y a pas que des dictateurs. Hein. Moi, le discours sur les dictateurs africains, j'en ai aussi jusqu'ici. Il y a une part de racisme là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça dit que je suis en train. Je vous parle de choses que je connais de l'intérieur. Modibo Keïta est adulé par les Maliens. Il a été traité de dictateur. Nelson Mandela a été traité de terroriste. Avant, c'est bien après que les États-Unis ont décidé de le classer autrement. Donc moi, je me pose la question de savoir pourquoi il y a si peu de dictateurs européens. Pourquoi Bush, n'est-ce pas, et la guerre, Trump vient bien après. Mais parlons de Bush et de l'Irak. Pourquoi à travers ces génocides, et pourquoi après la Libye, et le couple franco-britannique qui a infligé cette guerre à la Libye,
au nom de la démocratie. Au lieu d'organiser la chasse aux migrants dits économiques, on demande des comptes à Nicolas Sarkozy. Parce que le Parlement britannique a eu le mérite de poser la question, de demander des comptes à David Cameron. On a dit, tu as pris des risques et tu es parti, c'était pour telle ou telle raison. Et la question est exactement la même ici. Mais l'Assemblée française nationale, l'Assemblée nationale ici, n'a pas posé la question. Sarkozy est inquiété pour le fait d'avoir pris de l'argent pour l'élection, mais pas pour le fait d'avoir détruit un pays et d'avoir contourné la résolution 1973 du Conseil de sécurité. Et quand je vois cette même communauté qui ne sanctionne pas les riches, qui met en place une cour pénale internationale qui excelle dans l'arrestation des dirigeants noirs, je dis il y a du racisme. Concernant mon pays, la France, parce que les deux aspects du bilan de François Hollande, c'est l'intervention militaire au Mali et la COP21. Mais aujourd'hui, au regard de l'aggravation de la situation sécuritaire au Mali, quand on tient compte du fait que les gaz à effet de serre, rien n'a été fait à ce sujet, ça veut dire que ces deux faux succès qui lui ont réussi n'autorisent plus la France à exiger du Mali de mettre en œuvre l'accord de paix concernant le Mali quand l'accord sur le climat n'est pas respecté. Alors, quand on va mettre dans la tête du Malien lambda que l'insécurité, l'aggravation de la situation sécuritaire relève de la responsabilité du gouvernement malien, quand on sait que ce gouvernement et le précédent, le gouvernement de transition, le président de transition, n'avait pas demandé de déploiement de troupes, mais pourquoi nous faire payer à l'heure du bilan pour des décisions que nous n'avons pas prises? C'est profondément injuste. On ne contribue pas à stabiliser un pays en abrutissant les gens, en transformant le peuple en bétail électoral. Et je plaide vraiment pour la démystification des élections présidentielles en Afrique. L'alternance politique, le changement de régime ne suffit pas. C'est le changement de paradigme économique qui s'impose. Mais cela suppose que nous prenons aujourd'hui la responsabilité d'aller plus vite et plus loin, y compris dans les langues nationales, dans cette éducation citoyenne. C'est pour ça que je dis que ce tournant-là, ça m'est égal. On me demandera qu'est-ce qui te regarde une élection en Europe. Je dis tout me regarde parce qu'il n'y a pas une seule élection en Afrique où l'Union européenne non mais domine totalement. L'Union européenne finance, supervise et atteste les résultats et immédiatement après impose au président élu ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire ouvrir les marchés aux entreprises. Il ne peut pas ne pas accepter de deux choses l'une, c'est ce que je disais avec Marc, où on ne fait pas de politique, où on entre sur la base de compromissions qu'on n'a pas la latitude d'expliquer à son peuple. C'est en cela que c'est des prises de guerre pour moi, c'est des otages. Tous autant qu'ils sont. Il s'est tenu samedi, 24 mars 2018, sous la haute direction du chef de l'État, la réunion interinstitutionnelle qui a abordé des sujets d'intérêt national de très haute facture sur la question du financement des élections. La RDC a tenu à travers cette réunion à réitérer son engagement à financer l'ensemble du processus électoral par des fonds propres de la République. Donc, un certain nombre de démarches qui étaient faites par des acteurs de la communauté internationale ne pourraient pas perturber en principe cet engagement où la RDC prend la résolution de pouvoir financer un processus qui relève de sa souveraineté, c'est-à-dire les élections. Et donc, nous pensons que les différentes approches
les différents montages financiers qui se faisaient à partir de l'extérieur et qui étaient lourds, étaient difficiles à mettre en place, pourraient être orientés à autre chose, les élections étant entièrement prises en charge par la RDC de façon souveraine. Quant au financement du processus électoral, les chefs des institutions se sont félicités de ce que l'option levée il y a 3 ans de voir la République démocratique du Congo financer les élections par ses propres ressources soit à ce jour une réalité, le gouvernement ayant confirmé avoir mobilisé les ressources relatives à ces jours. Les chefs des institutions ont remercié tous les partenaires de la République démocratique du Congo ayant annoncé leur contribution au processus électoral et ont chargé le gouvernement de convenir avec eux de voies et moyens d'orienter ces ressources vers le financement des projets de développement dans les domaines de la santé, de l'enseignement et de réhabilitation des infrastructures diverses. Tozomona ba mindele bazakoya awa mutoye o nazana tomoni ba britannique ne babandaki o tozana 9 millions de dollars. 9 millions de dollars. Seni a besoin de 439 millions. Tomoni ba américain, la première puissance mondiale. Ah, j'ai 20 millions de dollars. Qu'est-ce que 20 millions de dollars par rapport à 439 millions de dollars? Tomoni ba belge ba yo tozana 12 millions de dollars. Ici, quand Tata Mokonzi Ayambaki, Premier ministre Charles Michel, ah, 12 millions. Président Seki Alubi, mais si, Ata Nazui Mbongo Wana, mais pour nous, ça 439 millions. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était un peu trop, chose? Soki Bozana, bonne volonté à Salisa Biso, Salisa Biso Naba Botonginzela, Salisa Banana Biso Bazali na Bokono, Salisa Bakelasi na Biso, kasi makambo ya maponomi batike lekolo ya RDC yango moko zela maponomi tika biso moko po balobaka na français, qui paye le musicien choisit la musique, qui paye les élections choisit les électeurs. Tika ba congolais ba payer élection na bango zela ba congolais bazali na tina ba pona bango moko. Tolingi temo payaya, oh, na pesa kibino 9 millions nangai, il faut na mona Myriam kuna. Et na pesa kibino 12 millions nangai, analingi na mona mende kuna te, tolingi baloyo te. Dossier de la rédaction nous propose de l'éclairage sur le fait que la République démocratique du Congo décide de tout financer ces élections suivies. Décidément, les balles des vampires n'est pas près de se clôturer sous nos tropiques. Après les renards qui ne se consolent pas d'avoir manqué les magnifiques raisins qu'ils convoitaient désespérément, voici les tours des cigales qui, ayant chanté trop longtemps dans les salons huppés des chancelleries et des capitales occidentales, ont aujourd'hui le vertige d'apprendre que les fourmis sont prêtes pour la moisson. Il a suffi que le président de la Commission électorale nationale indépendante annonce à la presse que l'institution qu'il dirige sera très bientôt dotée d'un important appui logistique du gouvernement, financé sur fonds propres, dont des avions, des hélicoptères et des véhicules pour le déploiement des kits électoraux à travers les territoires nationaux, pour que certains Congolais d'une certaine coterie politique commencent à s'agiter dans tout le sens. Dans un éditorial au vitriol paru ce jour à Kinshasa dans un tabloïd qui le reproche, il trouve même suspect que le gouvernement congolais prenne souverainement en charge la totalité du processus électoral, relevant ainsi pour la première fois dans notre histoire un tel défi. Selon eux, cela ne peut qu'être le fruit d'un agenda caché. Nostalgique et grognon, ils ne digèrent pas le fait que la République démocratique du Congo, pays souverain et adulte, se passe désormais en la matière de l'aide insignifiante par expérience et assortie des conditionnalités méprisantes faites par ceux qui se veulent les régents du monde. À l'indépendance de la CENI consacrée par notre Constitution, ils opposent les recours à la MONUSCO, une mission théorique de stabilisation qui, 20 ans après son arrivée dans ces pays, n'a toujours pas réussi à stabiliser quoi que ce soit, se cantonnant dans le rôle facile des pourvoyeurs de charité et des comptables de l'horreur.
Pourtant, les interférences extérieures dans les processus électoraux d'un pays souverain viennent de faire l'objet aux États-Unis, pour ne citer que ces pays, du vote d'une nouvelle loi durcissant les sanctions à l'encontre de quiconque y serait impliqué. Et les refus d'ingérence extérieure doivent être partagés par tous, à l'instar de ce que l'on considère comme des références universelles qui elles-mêmes les rejettent quand il s'agit de leurs propres États. Un mot tout de même, Florence Maurice, sur les observateurs internationaux. Ils seront peu nombreux. Oui, le tableau est plus sombre de ce côté-là. On sait que l'Union africaine aura une mission réduite de quelques experts. La SADC sera également présente. Mais rappelons-le, l'Union européenne et l'ONG américaine Centre Carter, qui devaient constituer les deux plus grandes missions internationales, n'ont pas été invités. Autre signal, même les diplomates occidentaux en poste à Kinshasa, qui souvent sont présents dans quelques bureaux de vote, n'ont pas été accrédités. La CENI avance tout de même le chiffre de plus de 400 observateurs internationaux, mais on ne sait pas vraiment qui ils sont. Laurence Brex en direct. Laurence, il faut tout d'abord préciser que vous n'êtes pas en RDC, mais au Congo-Brazzaville. Expliquez-nous pourquoi. Alors effectivement, vous avez raison Laurent, nous sommes bien au bord du fleuve Congo, mais dans la ville de Brazzaville, à savoir la capitale du pays voisin de la République démocratique du Congo. Et ce pour une raison très simple, c'est que nous ne sommes pas les bienvenus au Congo pour ces élections. Vous le voyez, Kinshasa, c'est la grande ville que vous voyez juste derrière moi. 4 kilomètres de fleuve à traverser. En bateau, ce n'est pas du tout infaisable. Ce qu'il est beaucoup plus, c'est d'obtenir les autorisations nécessaires de la part du gouvernement congolais. Pourtant, je peux vous dire que ce n'est pas faute d'avoir essayé et d'avoir insisté. C'est la première fois que la RTBF n'assistera pas au plus près pour rapporter ce qui se passe lors de ces élections. Il faut savoir aussi qu'on est loin d'être les seuls à être tenus à l'écart. Joseph Kabila a refusé la présence de nombreux observateurs, tant européens qu'américains. Il a même refusé toute aide logistique que même l'ONU a proposée pour l'organisation de ce scrutin pourtant gigantesque. Kinshasa donne 48 heures à l'ambassadeur de l'Union européenne de quitter sans condition la République démocratique du Congo. C'est à dater d'hier. Ainsi en a décidé le gouvernement de la République qui a pris cette mesure de rétorsion. Bart Ouvry, suivez. En conséquence, ne pouvons plus rester ou demeurer inertes. Le gouvernement a arrêté une série de mesures qui seront annoncées au fur et à mesure. D'ores et déjà, la première mesure touche le chef de mission de l'Union européenne en République démocratique du Congo, conformément à l'article 9.1 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Concrètement, le gouvernement de la République démocratique du Congo invite instamment le Conseil européen à procéder impérativement dans les 48 heures au rappel de son chef de mission en République démocratique du Congo. Cette mesure, d'une part, sanctionne le comportement répréhensible de l'intéressé et d'autre part, s'inscrit dans le cadre de la réciprocité prémentionnée. En conclusion, je saisis cette opportunité pour rappeler le corps diplomatique à l'observance scrupuleuse des prescrits pertinents de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Je vous remercie de votre aimable attention. On sait aujourd'hui pourquoi ils se frottent les mains. Parce qu'ils savent qu'il y a un si faible niveau de compréhension des enjeux qu'on peut nous pousser à tout moment à nous attaquer entre nous. Ils vont vendre les armes à l'État, aux milices, aux djihadistes, à tout le monde. Le marché de l'armement étant l'industrie la plus prospère qui crée le plus d'emplois ici. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait une fin à ces guerres-là. Quand il y aura la fin de la guerre, la croissance va fléchir. Mais on préfère nous raconter une autre histoire qui est celle de la sécurité, la protection des frontières de l'Europe. Je dis non, tant que vous continuerez à déprotéger les autres, à mettre les vies en péril, les gens partiront. Peut-être qu'ils ne pourront pas passer, ils continueront à mourir en Méditerranée. Mais le fin fond du débat, c'est de reconnaître le droit de jouir pleinement des richesses de leur continent. Ce que nous venons faire dans cette élection, eux, ils viennent
J'aime bien raconter l'histoire de ma sœur Cécile Kyenge du Congo, qui est députée italienne et qui présidait la mission européenne de supervision des élections dans mon pays. Je la respecte, hein, et elle n'ignore rien de cette question migratoire. Mais si l'Union européenne était sincère avec nous, elle se serait souciée de la place de la question migratoire dans le débat électoral. Cécile Kyenge pourrait exiger, parce que je sais jusqu'à quel point elle souffre du racisme anti-noir elle-même. En tant que femme noire, elle aurait pu nous aider à faire autrement la politique. C'est-à-dire en prenant à bras le corps ces questions de vie ou de mort des subsahariens aujourd'hui, ici et en Méditerranée. Mais il n'en a jamais été question. On s'est fourvoyé dans des questions de comptage, de résultats. Aujourd'hui, la diaspora malienne est persuadée que c'est une élection transparente qui aurait pu sauver le Mali, sans changement de paradigme économique. L'erreur réside à ce niveau. Alors que la diaspora malienne devrait savoir, partout où elle est, que ce modèle économique ne réussit même pas sous ces cieux-là. Mais quand ils ont l'espoir de retourner dans un pays qu'ils vont développer selon ce schéma, ils seront constamment en colère parce qu'ils seront persuadés que eux, diaspora, elles peuvent mieux, elles savent ce qu'il faut faire. Il y a un proverbe de chez moi qui dit que le poisson se trompe s'il croit que le pêcheur est venu pour le sauver. Et si vraiment, si nous croyons que ceux qui sont l'investisseur est venu pour nous sauver, nous nous trompons lourdement. Or, pour nos dirigeants, et sans investisseurs étrangers, il n'y a pas d'investissement. Aujourd'hui, les États libéraux se retranchent tous derrière leurs grandes entreprises. Ils espèrent tous que leurs entreprises iront faire du profit en Afrique pour venir résoudre les problèmes ici. Et nous sommes obligés de manger de ce pain-là pour survivre politiquement. C'est là où le bas blesse. Mais les Africains croient qu'un autre peuple va travailler, hein, et puis on va leur donner le développement. Restez tranquille, dansez au tam-tam, et puis nous on va faire pour vous, hein, et puis vous serez heureux. S'ils font comme ça, c'est plutôt le contraire, vous serez plus exploités, plus malheureux, parce que vous ne contrôlez pas vos ressources, vos matières premières, vos mines, vos diamants, votre cuivre, votre colbate, l'uranium, ce n'est pas contrôlé. Alors, un autre prend ça pour son propre développement. Bon, s'il est généreux, il vous donne quelques miettes, et nous sommes heureux de recevoir ces miettes-là. Bon, vous comprenez que les 8, qu'est-ce qu'ils font? Les banques mondiales, qu'est-ce qu'ils font? Le Fonds international. Tu as déjà vu une banque se développer pour quelqu'un? Une banque fait l'argent pour elle-même. Et on te prête bon, l'argent, ils envoient leurs experts avec cet argent-là. À la fin, tu as des dettes, tu ne peux plus payer. Donc nous avons colonisation. On a traite négrière, travail gratuit en tant qu'esclave, colonisation. Et puis, on doit des dettes. Tous les États africains sont endettés. Mais écoutez, mais vous ne réfléchissez pas. Esclaves pendant 4 siècles, colonisés pendant un siècle, divisés à Berlin. Les zones d'influence, les bases militaires, les zones culturelles, francophonie, anglophonie, lusophonie, toutes ces choses-là. Bon. Des dettes après 50 ans d'indépendance. Aucun État ne peut payer les dettes. Mais vous croyez l'apartheid? Vous croyez que après ça, là, les mêmes choses, d'où ça vient là? Ils vont changer. Ils vont dire on vous embrasse et c'est fini maintenant. Hein? Ça serait peut-être pire. Avec le nucléaire, avec le sida, avec l'Ebola, avec mais ça sera peut-être pire. Hein? Il est temps de se réveiller, de décider et de tourner le dos à l'Europe. Ils ne pourront jamais aider. C'est une faute énorme de croire que l'Europe, la France, les États-Unis, ces pays esclavagistes vont aider l'Afrique. C'est impossible. Impossible.
Ils ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, aider généreusement le développement de l'Afrique noire. Jamais, impossible. Ils ne l'ont pas fait pendant 6 siècles, ils ne vont pas le faire pendant 50 ans. Ils ne le feront jamais. Ils vendent les armes aujourd'hui. Est-ce que ça nous tend vers le changement? Et vous croyez que c'est ça le changement? Bon, on prend le diamant. Qu'est-ce qui se passe au Zaïre où tous ces les outils ou tout qui se battent? Hein? On cherche le diamant. On cherche le pétrole au Congo. On cherche tout. Mais vous croyez que la tendance va finir? Mais quand on vous prend l'uranium au Niger, quand c'est fini, on dit bye bye. Ouais. Mais ça ne va pas changer. Il ne faut pas croire que l'Europe, ce n'est pas du racisme, c'est la vraie vérité. Eux le disent. Moi, j'aurais été blanc européen, que je n'aurais pas travaillé pour l'Afrique. Pourquoi? Pour que vous voulez leur demander qu'ils le fassent. Hein? Donc, les Européens, de façon générale, ils n'aideront jamais, au grand jamais, je signe et persiste, l'Afrique noire. Jamais. Et c'est une illusion des Africains de croire que ces gens-là, l'Europe va les aider. C'est impossible. C'est même pas dans leur philosophie ou leur vision. Ils n'y pensent même pas, à part les bons mots pour berner les Africains naïfs qui y croient. Nous, c'est la Renaissance, c'est tout. Joseph, et là, ça me pousse à vous poser une question sur l'appui des ONG. Aujourd'hui, l'appui des communautés internationales, semble-t-il que cet appui est quand même faible. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les autorités n'ont pas les moyens de leur politique pour pouvoir aider réellement, disons, les enfants congolais ou aider à améliorer les conditions de vie des enfants congolais. Je vais vous surprendre lorsque je vais déclarer qu'une nation où les institutions internationales sont très prononcées, c'est une nation qui n'a pas d'avenir. Les Nations Unies, les ONG internationales, c'est une organisation qui n'a pas d'avenir parce que toutes ces institutions viennent faire leurs affaires. Et vous allez remarquer que dans tous les pays à travers le monde où il y avait les Nations Unies, où il y a les organisations internationales, tous ces pays n'ont pas avancé. Lorsque dans le pays, la présence des internationaux plutôt, est plus prononcée, tous ces internationaux font que les choses n'avancent pas pour justifier leur présence. À ce moment-là, vous allez faire le rond-point. Donc, moi, je suis convaincu que l'avenir de notre pays est compromis, tant que la présence des organisations internationales est très prononcée. Ça, c'est un. De deux, les organisations qui sont locales et internationales, qui viennent... parce que vous êtes acteur sur le terrain, si vous pouvez évaluer cet appui des ONG, tant nationales qu'internationales, disons, aux côtés du gouvernement, par rapport à la situation de l'enfant, vous pouvez estimer à combien aujourd'hui? Quelle est l'estimation de cet appui? Cet appui ne représente rien. Absolument rien. Absolument rien, je vous informe. D'autre part, il y a des forces qui sont contre l'Afrique depuis plusieurs siècles. L'Occident, l'Europe occidentale est contre l'Afrique depuis le 13e, 14e siècle, 15e, 16e, 17e, 18e siècle, jusqu'au 20e siècle. L'Europe occidentale est contre. Donc il crée des banques mondiales pour être contre nous. Il crée le FMI pour être contre nous. Il crée les commissions de Bruxelles pour soi-disant les ACP, les programmes d'ajustement structurel. Voilà, on était colonisés, après on était pauvres, et avec la Banque mondiale, on est devenu très pauvre, très endetté. Parce que, citez-moi un seul pays qui est sorti de la misère à cause de l'aide de la Banque mondiale dans le monde aujourd'hui. Quel pays qui a été sauvé par la Banque mondiale? Mais nous allons là-bas tous les jours, alors qu'ils ont fait des programmes structurels. C'est des institutions de corruption. Ils ne peuvent pas vous aider. Les gouvernements européens, c'est les plus corrompus de la terre. Mais vous les adorez, les Borolais, tous ces gens. Vous les adorez en Afrique. C'est eux les patrons de l'Afrique. C'est eux qui colonisent. Et l'Afrique est contente comme ça. Entre-temps, ils ont le chômage, une jeunesse inoccupée, dans le désespoir, qui se jette dans les Canaries, que les militaires espagnols tuent dans les Canaries, en disant que c'est les requins qui les ont mangés. Et puis ils montrent quelques gens qui ont été pas sauvés. Mais les autres ont été criblés de balles. Voilà pourquoi on ne les montre jamais. On dit il y a 200 morts. Mais on ne les montre jamais ces 200 morts.
les corps, jamais. Parce qu'on les a tués simplement. C'est criblé de balles, c'est tout. Et nous avalons ça, on ne fait rien, on ne parle pas. Même l'un des meilleurs chefs d'État africains, c'est bien Robert Mugabe. C'est l'un des meilleurs chefs d'État africains. Il a fait 10 ans en prison. Il a mis la lutte de libération armée contre l'occupant anglais. Les Anglais sont les plus corrompus de la terre. Voyez-vous? Mais les Européens n'ont jamais parlé de changement radical en Afrique. Voilà, ils parlent de tiers-monde, de co-développement, de partenariat, de dialogue nord-sud, de toutes ces choses qui vous endorment. Pour vous, le combat est même linguistique. Non, il n'est pas linguistique, il est conceptuel. Parce que si je veux... il faut que je manipule le cerveau, l'esprit, la mentalité de quelqu'un. Je manipule ça. C'est sa psychologie. Une fois que c'est manipulé, ben, il peut cirer mes souliers à tout moment. C'est tout. Donc, comment manipuler ça? Mais je crée un vocabulaire. Je dis par exemple, vous êtes tiers-monde. Il y croit. Ben, c'est un ego. Je dis que non, vous êtes en voie de développement. Il y croit. Bon, je dis non, vous n'êtes pas en voie de développement. Vous êtes sous-développé. Il y croit. Je dis non, vous n'êtes pas sous-développé. Faisons le co-développement. Les nègres y croient. Donc on joue. Parce qu'on manipule la mentalité. Les esprits sont très maniables. Dans un rapport récent de la défense française, le panafricanisme est décrit comme un ennemi de la France et du XXIe siècle. C'est qu'ils ont compris que ce n'est que dans ces rangs qu'on refuse l'Afrique sans les Africains, l'Afrique des ressources. Ils ont compris qu'il s'agit là du dernier espace de résistance contre la compradorisation, c'est-à-dire le fait que la subordination de nos élites est tout ce qu'on réserve à nos États. Des États désengagés, laminés, ramenés à leur simple expression, manipulant leur propre magistrature pour qu'on soit au-dessus des lois, laissés à du simple affairisme à caractère informel, c'est ce qu'on appelle l'économie du conteneur, et un entrepreneuriat sans perspective, avec des grands discours sur la bonne gouvernance qui sont au fond que la dimension managériale du néolibéralisme. Et ça, nous ne voulons pas. Nous savons que ça a échoué et que ça va échouer. Ce sont des modèles qui sont en perfusion.